Qu'ont-ils fait de votre argent? Les banques se sont refait une santé, à l'exemple de BNP Paribas, qui vient de dégager 1,305 milliard d'euros de bénéfices au troisième trimestre 2009, c'est-à-dire plus 45% sur 2008, et des actions prenant jusqu'à 15% d'intérêt. La filière automobile, quant à elle, qui a reçu 8 milliards d'euros, a supprimé plus de 34 000 emplois en France en 2009. On ne peut vraiment plus accepter le cynisme et le mensonge d'État. Il faut se faire respecter. Le monde du travail, les élus, la jeunesse et l'ensemble des citoyens doivent avoir voix au chapitre. L'enjeu politique de ce scrutin est capital pour la suite de la vie de nos concitoyens en région et évidemment dans l'ensemble du pays. Ne l'oublions pas, la droite gouverne la France depuis 8 années, avec tous les leviers de commande en main, de Jean-Pierre Raffarin à Dominique de Villepin, de Dominique de Villepin à François Fillon, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. Ce sont les mêmes intérêts qui sont pris en compte depuis 8 années. Les mêmes exigences qui sont satisfaites, les intérêts et les exigences des milieux bancaires et boursiers, les intérêts et les exigences du grand patronat, du MEDEF, du club du Fouquet's, les amis du CAC 40 du président de la République, qui le conseille et le guide quotidiennement. Nous sommes déjà à mi-parcours d'un mandat présidentiel mis par Nicolas Sarkozy au service de la casse de tout ce que des générations de Françaises et Français ont construit depuis le Front populaire et les années de la Libération. Son obsession s'est effacée en 5 années de mandature les grandes conquêtes démocratiques et sociales du monde du travail pour soi-disant raccrocher la France au monde, c'est-à-dire abaisser le niveau de vie et la qualité de vie de notre peuple. Chacun peut mesurer les effets dévastateurs des politiques actuelles de domination exclusive de la droite. S'il fallait en donner un exemple, il suffirait de rappeler comment, il y a quelques jours à peine, l'UMP s'est soumise à l'Assemblée nationale à la décision gouvernementale de maintenir tout l'arsenal d'un bouclier fiscal qui coûte 15 milliards au pays au bénéfice des plus riches, et en même temps de faire passer la suppression de la taxe professionnelle. Comment ne pas rappeler aussi la défiscalisation des plus-values récemment révélée au grand jour et qui vient de rapporter 20 milliards d'euros à 6200 entreprises? Et comment dénoncer dans le même temps l'ignominie de la taxation des allocations des accidentés du travail, alors que l'accident d'entreprise au travail est déjà en soi la première injustice, et ce ne sont pas les 704 000 salariés concernés qui ont choisi d'être victimes de leur accident, ce ne sont pas les dizaines de milliers de victimes de l'amiante, ni leurs veuves qui sont responsables du drame qui les frappe, coupables des négligences délibérées qui ont conduit à cette situation effroyable que la justice, malgré les récentes avancées, tarde à juger et à indemniser comme il le faudrait. Sachons que la fiscalisation des accidentés du travail rapporterait 150 millions au budget de l'État, alors que le régime d'exonération des plus-values des entreprises, c'est, je le rappelle, 20 milliards en moins dans les caisses de l'État, 20 milliards offerts en cadeau aux privilégiés. On le voit bien, c'est réellement 2 poids, 2 mesures
et toujours au profit des mêmes. Ça commence à faire beaucoup et beaucoup trop. Les coups pleuvent, les coups tombent drus sur le monde du travail et sur l'immense majorité de notre peuple, couche populaire et couche moyenne en tête. Les personnes âgées, les retraités, les jeunes, les familles, les femmes et plus encore parmi elles les femmes en charge de foyers monoparentaux, telles sont les cibles privilégiées, telles sont les victimes prioritaires d'une société inégalitaire, autoritaire et brutale. Des millions et des millions de femmes et d'hommes de ce pays souffrent quotidiennement d'une politique qui ne dit pas son nom, mais qui pourtant en porte un, connu de tous. Une politique, et plus qu'une politique d'ailleurs, un système, le capitalisme, dont Karl Marx rappelait voilà 160 ans qu'il est fait pour noyer les aspirations des peuples, je le cite, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Voilà pourquoi nous allons poser les vraies questions et inscrire au cœur du débat électoral la responsabilité directe de ce système dans les difficultés qui frappent le plus grand nombre, qui plus est au moment où la nocivité des choix qu'il impose éclate au grand jour. La crise du capitalisme, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, montre avec clarté les limites et la perversité de ce système qui est fondé sur le règne de l'argent totalitaire, l'argent fou qui, telle une tornade, souffle tout sur son passage pour ne servir et n'enrichir que les puissants de ce monde. Le 25 septembre 2008, à Toulon, Nicolas Sarkozy, au démarrage de la crise, tel un chevalier blanc, annonçait, je le cite, la fin du capitalisme financier, et il ajoutait, toute honte but, le capitalisme, je le cite toujours, c'est une morale et des institutions. Et il s'engageait, les yeux dans les yeux, devant les Français, je le cite toujours, à refonder le capitalisme sur une éthique. Le président de la République peut bien faire ses moulinets et parcourir le monde, le capitalisme financier, malgré la crise et par la crise, continue de sévir avec une morgue implacable. Où sont les élites du G20? Où sont les dirigeants de ce système quand on célèbre, comme la semaine dernière, le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, par le constat que dans le monde, les droits quotidiens d'1 milliard d'enfants restent aujourd'hui bafoués. 100 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés. 150 millions d'enfants vivent dans la rue. Chaque année, 1,2 million d'enfants sont victimes de la traite et on recense dans notre pays, la France, 2 millions d'enfants pauvres. À l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France, ce sont partout les mêmes intolérables constats. On vient de commémorer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, et à Berlin, il y a 20 ans, il fallait que le mur tombe. Mais il faudrait aujourd'hui que tombent tous les murs, à commencer par celui de la faim, qui écrase 1 milliard d'êtres humains sur Terre. En moins de 2 années, on est passé de 850 millions à 1 milliard d'êtres humains victimes de la faim. Où sont-ils ceux qui promettaient il y a 20 ans un monde pacifié, une humanité heureuse, prospère et libérée?